Bon conseil tout le monde. Merci. Alors, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord. Bonsoir et bienvenue à cette 7e séance du conseil d'arrondissement à distance et sans public. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre un moment de recueillement. Avec le jour du souvenir du 11 novembre prochain, nous souhaitons profiter de cette minute pour rendre un hommage aux vétérans qui ont combattu pour nos libertés et le maintien des valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Nous souhaitons aussi réfléchir à la violence qui frappe nos communautés, notamment aux victimes du Vieux-Québec. Alors, je vous inviterai à un moment de silence. Alors, merci à tout le monde. Permettez-moi de vous présenter les élus qui sont présents ce soir. Tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Monsieur Abdelhak Sari, conseiller de la Ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. Et Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Au niveau du personnel du cabinet de la mairesse et des élus, nous avons la présence de François Purcell, directeur de cabinet. Bonne soirée à tout le monde. Alain David Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir. Anna Miel-Zarek, chargée de secrétariat. Bonsoir. Au niveau du personnel administratif, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous. Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bon conseil. Nous avons la présence ce soir de M. David Ross, chef de division en urbanisme, en remplacement de M. Jérôme Vaillancourt, le directeur de l'aménagement urbain et des services d'une entreprise. Bonsoir. Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Bonsoir. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir, bon conseil. Monsieur Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Bonsoir. Nous devrions avoir, mais je n'ai pas eu l'occasion de le saluer avant que ça commence, du PDQ 39, M. Patrick Lavallée, l'inspecteur du poste. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Patrick. Merci, M. Lavallée, d'être là. Alors, donc, on va ouvrir l'Assemblée avec le point 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Madame la mairesse, je propose l'adoption de l'ordre du jour du conseil d'arrondissement 19 novembre 2020. Madame la mairesse, j'appuie. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. On passe donc au point 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, donc, je vais commencer de ce pas. Mes collègues du conseil et moi avons vu les extraits d'une vidéo provenant d'un cours donné à l'école Henri Bourassa. Cette séquence vidéo est choquante, voire provocante. Il va sans dire qu'il est préoccupant d'entendre ces propos lors d'un cours scolaire face aux adultes de demain. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cela. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on a pris connaissance d'une vidéo d'anciens élèves qui témoignent de leur vécu au fil des ans face à ces agissements à l'école Henri Bourassa. Ces témoignages nous ont toutes et tous extrêmement bouleversés. Nous saluons le courage des béliers solidaires et nous invitons ces jeunes étudiants et étudiants à continuer de s'exprimer afin de poursuivre leur pression et amorcer un dialogue sain tout en faisant valoir leur point de vue ainsi que leur vécu. Sachant que le dossier est actuellement entre les mains des ressources humaines du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, on espère que cette procédure fera la juste lumière sur ces événements et mettra la main sur les anomalies à corriger pour que plus jamais ce genre de propos ne vienne miner le parcours de nos étudiantes et étudiants. On va parler un peu de COVID-19 encore, parce que la pandémie n'est malheureusement pas terminée. Nous devons persévérer et continuer nos efforts pour limiter sa propagation. Vous le savez, hein? On parle du port du masque, les 2 mètres de distanciation physique,
les rencontres qui sont limitées au strict minimum, mais aussi le dépistage. Avec l'arrivée des temps froids, les cliniques de dépistage sans rendez-vous ont été fermées pour éviter que les gens aient à attendre dehors, ce qui est une excellente nouvelle. Il faut désormais prendre rendez-vous à la clinique qui a ouvert ses portes à la place Bourassa du côté de la rue Charleroi. Cette clinique est ouverte sur rendez-vous seulement 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Si vous avez des symptômes, je vous invite à prendre rendez-vous. Continuons nos efforts, Montréal-Nord. C'est en joignant tous nos efforts ensemble que nous y arriverons. Continuons. Je tiens également à remercier la table de quartier qui veille à la coordination des actions des organismes communautaires pendant cette pandémie. Grâce à elle, le Centre de soutien aux opérations communautaires est en fonction. Merci à tous les organismes qui continuent, par exemple, à déployer des services à nos citoyens et qui agissent dans les domaines de la sensibilisation au risque de contracter la COVID, à soutenir les aînés et les personnes vulnérables isolées ou qui souffrent d'anxiété, à fournir les paniers alimentaires et des biens de première nécessité aux familles éprouvées. Ces organismes rendent des services très précieux à nos citoyens et on les en remercie. Pour poursuivre, je vais demander à M. Sari de prendre la parole. Merci beaucoup à Madame la mairesse. Et vous faites bien de parler dans votre introduction, dans votre mot de la COVID. Puis moi, j'aimerais bien enchaîner en parlant de la maladie mentale ou la santé mentale, tout simplement. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, la pandémie nous fait tous souffrir et à différents niveaux. Nous devons changer notre façon de faire, nos routines et nos habitudes. Nous devons tous, malheureusement, limiter aussi nos contacts. On va limiter nos contacts avec ceux qui peuvent nous aider, comme avec ceux que nous chérissons, que nous aimons et à qui on tient énormément. Nous avons peu entendu parler de la maladie mentale, de santé mentale à la première vague de la pandémie de la COVID-19, mais la deuxième vague nous amène à un plus grand lot de détresse et de besoins. Le drame de Québec qui a eu lieu le soir d'Halloween a fait sonner toute une sirène d'alarme que nous avons bien entendue. Ce soir, permettez-moi, et au nom de mes collègues, de vous parler, citoyens ou à la citoyenne, directement, qui ne se sentent pas bien. Je parle aussi aux amis, aux conjointes et aux conjoints, à la famille en général, qui en sont témoins. Il ne faut pas attendre si vous avez des préoccupations, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, appelez l'accueil psychosocial du CLSC. Ils seront à l'écoute et sauront vous diriger vers les bonnes ressources. Et je vous donne le numéro 514-940-3300. J'embarque sur un autre sujet, Madame la mairesse, chers collègues. Juste un instant, M. Sari. Je vous inviterai aussi à faire un clin d'œil à l'organisme CAMI. Tout à fait. Alors, et j'aimerais aussi, oui, excusez-moi, Madame la mairesse, je l'ai oublié, oui, c'est très, très bien. Alors, j'aimerais bien aussi faire référence à une autre ressource, si vous me permettez, je vais juste lire les informations exactes. Et ça concerne l'organisme CAMI. C'est une ressource qui est très importante qu'on a sur le boulevard Gouin et qui peut vraiment énormément nous aider. Alors, je vais, si vous le permettez, Madame la mairesse, je vais juste donner l'information exacte. Au niveau de la santé mentale, le centre d'activité de Montréal-Nord pour le maintien de l'équilibre émotionnel, CAMI, est un groupe qui peut nous aider parce que c'est un groupe d'entraide pour les personnes vivant un problème de santé mentale. N'hésitez pas à les contacter au besoin au 514-327-3035. Alors, je répète encore une fois, 514-327-3035. Merci, Madame la mairesse, pour le rappel. Pour le deuxième sujet dont j'aimerais bien vous parler, qui concerne la quiétude de nos citoyennes et citoyens de Montréal-Nord et qui concerne la sécurité publique, plusieurs d'entre vous ont entendu parler des trop nombreux épisodes de coups de feu qui ont eu lieu dans notre arrondissement au cours de l'été. Ces coups de feu ont sémé un certain stress et une certaine inquiétude auprès de nos citoyennes et citoyens. On le comprend très, très bien au conseil d'arrondissement. Chez plusieurs personnes qui résident ici dans cet arrondissement, on comprend ce sentiment d'inquiétude. Je voudrais encore une fois vous réitérer ce soir que ce sujet est depuis plusieurs mois est au sommet de nos priorités et de la priorité de l'arrondissement et de son conseil. Au fil des ans, notre arrondissement a déployé de multiples efforts pour améliorer les conditions de vie de la population de façon durable. Cette volonté de changement, on la retrouve par exemple dans, je donne quelques exemples. 1.
le plan collectif priorité jeunesse, priorité économique et surtout aussi en habitation. Un autre point, la politique et le plan d'action en saine habitude de vie, le plan d'aménagement du Nord-Est et aussi plusieurs organismes et la table de concertation ont aussi contribué et continuent à contribuer pour réussir cet effort. La table de quartier de Montréal-Nord a par exemple rendu public en 2019 un livre blanc intitulé « Oser ensemble le changement » qui fait un diagnostic des problématiques et des enjeux territoriaux et qui présente des pistes de solutions. La table de quartier de Montréal-Nord travaille aussi actuellement à nous doter collectivement d'un plan de quartier territorial en développement social. Plus récemment, le rôle de leadership joué par l'arrondissement de Montréal-Nord et la table de quartier de Montréal-Nord en ce qui a trait à la crise de pandémie de la COVID-19 a permis de remettre à l'avant-plan les besoins impérieux de notre population et de nos organismes. Nous le savons, la mobilisation des acteurs locaux ne saurait à elle seule corriger un tel état de vulnérabilité et de précarité chez certains de nos citoyens. C'est pourquoi nous travaillons actuellement de concert avec les tables de concertation. Nous travaillons aussi avec les organismes et les institutions pour convaincre les autorités publiques et gouvernementales de contribuer à un effort collectif. Tout ça pour changer les choses de manière urgente, mais aussi structurante. Nous devons agir ensemble pour régler les problèmes de sécurité criants qui ont affecté trop de familles l'été dernier et pour réaliser des projets concrets susceptibles d'améliorer la qualité de vie de notre population. Et aussi pour agir en prévention auprès de nos jeunes. Dans notre arrondissement de Montréal-Nord, nous travaillons donc de près depuis quelques semaines avec la ministre de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, et les représentants d'autres ministères, comme la Santé et la Sécurité publique. Et aussi, on travaille avec la ville de Montréal, dont la mairesse Valérie Plante, afin de faire débloquer rapidement les ressources nécessaires à la réalisation de ces initiatives. Permettez-moi, Madame la mairesse, chers collègues, aussi de parler d'un autre point qui est la réfection du pont P9. C'est un chantier qui est très important. Et concernant ce chantier-là, avec lequel nous avons tous à apprendre à vivre, sachez que nous suivons le dossier de près et que, bien que celui-ci relève entièrement du ministère des Transports, du ministère des Transports, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire entendre vos voix, chères citoyennes, chers citoyens. Nous avons demandé à la ministre responsable de la métropole, on a demandé à Mme Chantal Rouleau de plaider pour la constitution d'un comité de bon voisinage. Et nous avons aussi demandé l'embauche d'un agent de liaison spécialement dédié à ce projet-là. À l'heure actuelle, nous sommes toujours en attente d'une réponse et nous espérons que nos appels en votre nom seront entendus. Et un dernier point, et je dirais non le moindre, sur lequel j'aimerais bien finir mon intervention, Madame la mairesse, c'est de féliciter la compagnie ou l'entreprise Roxborough Excavation. Nous tenons ici au conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, dans le conseil de mois de novembre, à souligner la très belle initiative de l'entreprise Roxborough Excavation qui travaille au projet de réfection majeure du pont P9. Celle-ci a lancé un projet pilote de recrutement. Mais auprès de qui? Auprès de jeunes et d'adultes en difficulté dans le secteur nord-est de Montréal-Nord. Le tout se fait en collaboration avec l'organisme Café Jeunesse Multiculturel qui, lui, œuvre auprès de plusieurs jeunes et adultes vivant une exclusion sociale. Encore une fois, bravo. Bravo à cette initiative et bon courage aux jeunes qui entreprennent cette belle aventure professionnelle. Madame la mairesse, merci. Merci beaucoup, M. Sarry. Effectivement, on salue cette initiative. On le sait dans le cadre du plan Priorité Jeunesse et toute la communauté travaille très fort. Donc, cette association entre un organisme communautaire et une entreprise privée est une très bonne nouvelle et on espère que ça sera un grand succès pour notre quartier. Donc, je laisse maintenant la parole à M. Poirier. Merci, Madame la mairesse. Mon premier sujet ce soir, c'est Unis pour l'emploi. Dans un geste commun, fort et sans équivoque, les organismes d'accompagnement de l'emploi de Montréal-Nord lancent une campagne pour aider les chercheurs d'emploi et les entreprises à la recherche de travailleurs à sortir de la crise.
Cette campagne unie pour l'emploi est menée dans le cadre d'un plan d'action uni pour la relance qui vise à redonner à l'économie du territoire un nouvel élan malgré le passage de la pandémie COVID-19. Plus que jamais, les entreprises ont besoin d'aide et les citoyens ont besoin de connaître les services d'accompagnement à l'emploi. C'est pourquoi le groupe a décidé de lancer deux initiatives dans le sens de deux initiatives dans ce sens. La mise sur pied d'une ligne info-emploi, le 514-327-1363, et la mise en ligne d'une page Internet qui est emploi-montréal-nord.ca. Les entreprises et les citoyens y trouveront toutes les informations et le soutien nécessaire. Et pour mon deuxième sujet, Madame la mairesse, on va parler des stationnements. La neige s'en vient. On va parler des stationnements incitatifs pour cet hiver. Des stationnements seront offerts des stationnements seront offerts de soir et de nuit pendant les chargements de neige cet hiver. Un peu partout sur le territoire, plusieurs espaces gratuits seront mis à votre disposition cet hiver pour vous permettre de stationner votre véhicule lors des chargements de neige après la tempête. Nous vous invitons à en profiter. Liste complète des stationnements incitatifs sera accessible par l'application Infoneige Montréal, ainsi que sur le site de la Ville de Montréal. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Poirier. Je vais maintenant donner la parole à Mme Rossi. Merci, Madame la mairesse. Alors, moi, je vais parler de la halte chaleur pour les itinérants. Bien entendu, on l'a observé, tous et toutes, le visage de l'itinérance change énormément pendant cette pandémie. Alors, en matière d'itinérance sur notre territoire depuis le début de la pandémie, alors les besoins ont changé. Et ça nous préoccupe vraiment beaucoup. Alors, pour aider cette population vulnérable à l'approche de l'hiver, nous sommes heureux qu'une halte ait été ouverte avec la collaboration de l'organisme Amour en Action. Celle-ci pourra les accueillir 7 jours sur 7, de 20h à 9h. Cette halte chaleur est située au 10 201 boulevard de Laurentides, c'est-à-dire au sous-sol de l'église Saint-Rémy. Alors, je répète, 10 201 boulevard des Laurentides, sous-sol de l'église Saint-Rémy. Nous nous réjouissons de la mise en place de ce service qui fera une grande différence pour ces personnes dans le besoin. Et nous travaillons à des solutions à plus long terme. Merci au service de la diversité sociale de la ville et aux équipements de l'arrondissement. Aux équipes de l'arrondissement. Merci également à l'organisme Amour en Action, qui est un organisme qui est vraiment dévoué. On a eu l'occasion de les rencontrer cette semaine. Vraiment, c'est un organisme qui est dédié à la cause et à tous les organismes avec lesquels nous travaillons sur cette question depuis le mois de juin. Ces citoyens, ils ont besoin de nous. Je vais enchaîner sur un dossier un sujet un petit peu plus joyeux. Alors, écoutez, je veux profiter de l'occasion pour féliciter Émile Bilodeau, qui a reçu un Félix de l'interprète masculin de l'année au Gala de la Disque la semaine dernière. Pourquoi? Pourquoi on félicite, on en profite au Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord pour féliciter Émile Bilodeau? Écoutez, Émile Bilodeau est un artiste impliqué. C'est un auteur, compositeur, interprète. Et il est impliqué auprès des jeunes chez nous, à Montréal-Nord. Émile participe à des animations scolaires liant les arts, le sport et la littératie à l'école de Carignan, dans le cadre d'un projet avec la coopérative Multisport. Alors, bravo, M. Bilodeau, pour ce Félix grandement mérité. Et les jeunes sont sûrement fiers de travailler avec un... C'est plus un nominé, là, c'est vraiment un récipiendaire
récipiendaire Alors ensuite, on va parler de notre InfoNord, le prochain numéro de notre bulletin d'arrondissement InfoNord sera distribué à toutes les portes de Montréal-Nord entre le 13 et 18 novembre. Ça sent bien. Cette édition automne-hiver vous donnera un bon aperçu des nombreux projets réalisés dans l'arrondissement au cours des derniers mois, malgré la COVID, en matière d'espace public, en matière d'installation, d'activités, d'amélioration apportées à nos services. Le calendrier culturel, par contre, n'est pas dans ce numéro puisque les activités culturelles sont sujettes à de fréquents changements, de fréquentes modifications en raison des règles sanitaires. Alors, il y a eu on a ouvert les salles, on les a refermées, les bibliothèques, il y a eu plusieurs changements en raison de la pandémie, vous le comprendrez. Alors, notre programmation culturelle, par contre, est disponible en ligne sur le site culture en minuscule, mn en majuscule.com. Voilà. Merci beaucoup, Mme Rossi. En fait, je vais terminer avec une bonne nouvelle aussi. Donc, le projet de bibliothèque et d'espace culturel interarrondissement Annecy, Cartierville et Montréal-Nord, le premier du genre à Montréal, a franchi récemment une nouvelle étape administrative vers sa réalisation. Nous en sommes très heureux et nous voulons souligner l'excellente collaboration de notre partenaire, l'arrondissement Annecy-Cartierville, dans l'élaboration de cet important projet pour la population de nos deux arrondissements. La prochaine étape sera le passage au comité exécutif de la Ville et à notre conseil d'arrondissement. Je vais maintenant inviter Mme Bellinga à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Black. Alors, je voulais tout d'abord me joindre à l'ensemble de mes collègues aujourd'hui pour, bien sûr, souligner la journée du souvenir qui aura lieu le 11 novembre prochain. Donc, une pensée, toute notre reconnaissance, bien sûr, à nos anciens combattants qui ont, bien sûr, pour qui nous devons avoir un devoir de mémoire. Le mois de novembre, c'est également un mois de recueillement pour de nombreux pratiquants, surtout dans les traditions catholiques et chrétiennes. Et c'est également un moment donc pour se recueillir par rapport à nos défunts. Et plus spécifiquement, nous avons une pensée pour tous les proches et familles qui ont perdu un proche lors de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous pensons à vous et ce sont des moments excessivement difficiles. Et cette deuxième vague apporte bien sûr son lot de défis également. Et à cet effet, Madame Black, je voulais vous appeler ainsi que mes collègues à regarder comment nous pourrions dans les prochains mois, peut-être à travers un événement virtuel, commémorer l'ensemble de nos défunts qui sont décédés au cours des prochains mois, des derniers mois dans la COVID. Ça pourrait être des témoignages, des événements musicaux, virtuels, mais je crois que c'est important que nous ayons un temps d'arrêt. Donc, je fais cette proposition-là et peut-être la porter à nos services, comment nous pourrions réfléchir à cette réalité-là. Donc, ça, c'est un premier point. Dans un élément plus lié à nos fonctions, je souhaitais simplement remercier, bien sûr, la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, qui m'a nommée à titre de présidente de la commission sur la diversité et le développement social. C'est un moment important pour les Nord-Montréalais. Je remercie également tous les témoignages qui ont été dans cette direction-là. Nous apportons une voix de plus au niveau des instances de la Ville pour les Nord-Montréalais et je crois que ça va être un espace où nous allons bien sûr porter nos voix et nos enjeux. C'est une commission très pertinente qui s'intéresse autant au développement social qu'à la diversité, l'inclusion, au logement, à la gestion du fonds de lutte à la pauvreté. J'aurai également dans les prochaines semaines à travailler également avec le président et mon collègue M. Sari à la commission de la sécurité publique. Donc, ça va être vraiment un plaisir pour bien sûr donner les grandes lignes de la reddition de comptes du futur commissaire à la lutte et aux discriminations systémiques qui va entrer en fonction à la Ville dans les prochaines semaines. Donc, à l'occasion, je ferai des
point d'information pour bien sûr informer les Nord-Montréalais et les Montréalais par rapport à ces enjeux-là. Et pour terminer, je juste une simple question, Madame Black. Je voulais savoir un peu, peut-être à nos services, Madame la mairesse, où en est un peu tout le développement autour du complexe immobilier Albert Hudon. Je sais que la COVID apporte peut-être son lot de défis dans le développement, mais peut-être avoir un point d'information là sur comment avancent ces travaux. Est-ce qu'on a des consultations dans les prochains mois possibles? Voilà, donc peut-être un point d'information à cet effet. Merci, Mme Bilinga. Avant de céder la parole à Mme Laperrière, je voulais de mon côté également saluer votre nomination et je souhaite fortement que cette voix de plus pour les Nord-Montréalais puisse vraiment porter tous les messages qu'on a et qu'on sait à quel point les Nord-Montréalais ont des besoins criants, que tout est à faire. Il y a énormément de choses. Donc, avec toutes nos voix communes qu'on peut porter le message, je souhaite que tout ça puisse faire une grande différence pour le quartier. Pour votre question précisément, moi, de mon côté, je n'ai pas les informations à la dernière minute parce qu'effectivement, les dossiers évoluent grandement actuellement. On le sait, avec la COVID, plusieurs projets, soit immobiliers ou autres, sont mis sur la glace ou il y a des délais supplémentaires. Donc, je vais demander à Mme Laperrière et on a également M. Ross qui est présent. Alors, dans ce que vous pouvez nommer publiquement, bien entendu, il y a des informations qui sont en négociation, en discussion, mais je laisserai la parole à Mme Laperrière pour pouvoir en discuter et répondre à votre question. Merci. Merci, Madame la mairesse. Nous sommes actuellement en discussion justement avec le gouvernement du Québec pour la construction d'une école secondaire et avec le centre de services de la Pointe-de-l'Île pour une école primaire. Alors, c'est des dossiers qui sont en marche. On en est au plan d'implantation. Les discussions sont là et ça évolue en fonction de nos orientations au plan de l'urbanisme et des volontés qui sont exercées par le centre de services et le gouvernement du Québec. Peut-être que M. Ross a des informations plus avant à donner. On peut lui donner la parole, M. Ross? Oui, en fait, Mme Laperrière a déjà mentionné la plupart des informations disponibles. On discute effectivement avec les propriétaires et avec le gouvernement, mais je ne peux pas m'avancer davantage à ce stade-ci. Les informations demeurent confidentielles. Parfait. Excellent. Mme Bilinga? Oui, en fait, je me demandais si, donc j'imagine pas d'échéancier encore très clair, au niveau, peut-être nous rappeler le nombre de logements, de maisons de ville, condos, nous rappeler peut-être aussi au niveau, peut-être, on parlait à un moment d'avoir peut-être des espaces aussi plus liés à des infrastructures municipales. Donc, je ne sais pas si on continue dans la même vision et quand pourrions-nous peut-être dans les prochains mois avoir peut-être des plans qu'on pourrait présenter aux Nord-Montréalais ou une ébauche de plans qu'on pourrait présenter aux Nord-Montréalais. Donc, merci. On est à la phase préalable en discussions qui sont confidentielles, comme M. Ross l'a dit. Alors, il est très difficile pour nous de prévoir des échéances à cette étape-ci. On vous reviendra, comme on reviendra aux élus prochainement pour leur donner des informations plus avant sur ce projet-là. Merci, Mme Laperrière. Puis ce que je comprends aussi, c'est que c'est encore en discussion entre le gouvernement, avec le promoteur, le propriétaire du terrain. Donc, il y a beaucoup de discussions encore sur lesquelles nous, on n'est pas nécessairement tenus au courant à l'heure près. Donc, c'est certain qu'il y a encore beaucoup d'étapes de discussion, je pense, avant même qu'on arrive à un échéancier, malgré que quelquefois, dans des projets, surtout on le sait, des projets d'école, on le sait, les besoins à Montréal-Nord, les choses peuvent débouler. Donc, c'est sûr que c'est des dossiers pour lesquels on va rester à l'affût dans les prochains mois. Très bien, merci, Mme Blair. Parfait. Donc, c'est ce qui complète, Mme Bilinga? Oui, ça complète mes questions Excellent. et mes interventions. Excellent. Donc, on va passer au 10.03 et la période de questions du public. Alors, étant donné que le conseil se déroule à distance et sans public, les citoyens ont été invités
à envoyer leurs questions par courriel et au téléphone. Nous vous remercions d'avoir utilisé exceptionnellement ces deux voies pour ce faire. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'on est en train de réviser actuellement les plateformes sur lesquelles les gens vont pouvoir écrire pour faciliter vraiment l'envoi de messages et s'il ne peut pas avoir d'autres options également qui peuvent être mises en place pour aider. C'est certain qu'on comprend que le conseil virtuel a été mis en place de façon très rapide. On est allé avec ce qu'on était en mesure de faire rapidement, mais actuellement, on comprend, on est dans la 7e séance aujourd'hui et tout porte à croire qu'on en a encore pour quelques temps. Alors, nos services informatiques sont vraiment en train de regarder les différentes options qui peuvent s'offrir à nous. Autant chez nous, je sais également que d'autres arrondissements sont en train d'y réfléchir pour pouvoir arriver à trouver d'autres façons, parfois un peu plus dynamiques ou en tout cas créer des facilités pour justement nos citoyens pour qu'ils puissent s'adresser à nous. Mais au-delà de ça, je tiens quand même à rappeler qu'en dehors des conseils d'arrondissement, vos élus sont disponibles pour vous répondre, que ce soit par courriel, par téléphone. On est sur les différents réseaux sociaux également. Donc, on vous invite à nous interpeller aussi par ces plateformes pour pouvoir poser vos questions et surtout ne pas hésiter et pas attendre le prochain conseil parce que parfois, ça peut être dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Je vais également rappeler que les règles restent les mêmes, même en ligne, donc que la durée de la période de questions est de 30 minutes. Ça peut être ajouté par bloc de 15 minutes. Ce soir, on a reçu 5 questions. Alors, ce sera Mme Bergeron qui va nommer la personne et lire sa question. Et par la suite, je pourrai répondre ou demander à un de mes collègues ou bien à un représentant d'administration de pouvoir répondre à la question. Alors, Mme Bergeron, vous pouvez commencer avec la première question? Oui, parfait. Alors, la première question est posée par M. Normand Chartrand. M. Chartrand mentionne « J'ai un jardin d'environ 800 à 900 pieds carrés. J'ai un problème avec une surpopulation d'écureuils. Au printemps, il y en avait 5 dans ma cour. Pendant l'été, ils étaient 2 ou 3 selon les jours. Ils ont vidé mon prunier puis mon pommier. Ils ont passé l'été dans mon jardin à déterrer et à croquer tout ce que j'avais comme légumes. J'ai essayé différents produits dont l'odeur devait les repousser, mais rien à faire. La SPCA me dit qu'elle n'a pas le mandat de s'occuper de cette surpopulation. Paraît-il que la protection de ces animaux est de compétence fédérale. J'aimerais savoir de quelle compétence est la protection de mon jardin. Avez-vous un plan de relocalisation ou d'extermination pour ces animaux? Que pouvez-vous faire pour moi et probablement pour d'autres dans mon cas? Merci de votre attention. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, M. Chartrand, pour votre question. Elle me fait sourire. En même temps, je comprends très bien votre réalité parce que vous n'êtes pas le seul citoyen à vivre cette situation-là. Pour répondre plus spécifiquement au niveau de notre réglementation à l'arrondissement de qu'est-ce qui peut être fait, je vais demander à M. Ross de vous répondre. Bonjour. Comme Mme Black le mentionnait, vous faites face à un problème qui est récurrent. Vous n'êtes pas le seul. On a ça à plusieurs endroits, non seulement à Montréal-Nord, mais ailleurs aussi à l'échelle de l'île. Cela dit, la faune sauvage bénéficie d'une protection. Donc, comme on vous l'a mentionné, ça ne relève pas de la ville ou de la SPCA. On n'a pas la possibilité de relocaliser des animaux facilement. Cela dit, nous, à l'arrondissement, on peut intervenir lorsque il y a un enjeu vis-à-vis le respect de notre réglementation. Et le seul élément de notre réglementation qui pourrait toucher cette question-là, c'est si des gens, vos voisins, par exemple, nourrissaient les écureuils. Là, ce serait le seul moment où nous, on aurait la possibilité d'intervenir. Donc, la protection de votre terrain vous revient. C'est à vous de trouver des mécanismes dans le respect des règlements et de la loi, bien sûr, pour essayer de repousser de façon gentille, finalement, les écureuils. Je vous invite à peut-être vous renseigner auprès de vos centres de jardinage. Il y a souvent des gens qui ont posé les mêmes questions, ils vont connaître certains trucs. Il y a aussi des sites de jardinage peut-être sur Internet auprès desquels vous pourriez trouver des informations pertinentes. Merci beaucoup, M. Ross. Donc, on comprend que c'est une situation qui est très complexe parce qu'au niveau de la réglementation, on a peu de leviers pour pouvoir adresser cette problématique-là. En même temps, vous avez quelques pistes de solutions. Alors, on demeure quand même disponible aux besoins. On va passer maintenant à la deuxième question qui est de M. Yves Bélanger. Vous pouvez y aller, Mme Bergeron? Oui, donc M. Yves Bélanger demande
Je voudrais d'abord féliciter l'arrondissement pour l'ajout de nombreux feux de circulation pour les piétons sur le boulevard Henri Bourassa. Cependant, une des intersections problématiques semble avoir été oubliée, sauf erreur de ma part. Il s'agit de l'intersection triple du boulevard Sainte-Colette, du boulevard Henri Bourassa et de l'avenue Jean Meunier. Cet endroit a plusieurs voies où la circulation automobile est prédominante et déficiente à mon avis, feux de circulation désuets ou tout simplement absents. L'arrondissement de Montréal-Nord ne ferait pas bonne figure s'il devait se produire un accident à cet endroit. Par exemple, beaucoup de jeunes et moins jeunes utilisent cette intersection pour se rendre à la bibliothèque Henri Bourassa. Aucune signalisation claire n'est prévue pour eux. Ma question, l'arrondissement ou la ville est-elle au courant de cet état de fait et dans l'affirmative, des corrections sont-elles prévues pour apporter les modifications et améliorations qui s'imposent? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mme Bergeron, pour avoir pris le temps de lire la question. Comme c'est une question en lien avec l'urbanisme et la mobilité, je vais demander à M. Ross de commencer la réponse, en fait, aux citoyens. Oui, comme M. Bélanger le souligne, il y a effectivement des enjeux de sécurité ou des préoccupations de sécurité à cette intersection-là. L'intersection sera mise aux normes par le service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, ce n'est pas une intersection qui relève de l'arrondissement, c'est le réseau artériel. Donc, ça relève d'un service de compétence municipale. La mise aux normes, elle est prévue. Ça fait partie de la planification de ce service-là. Toutefois, on n'a pas le calendrier. Donc, vous comprenez qu'il y a de nombreuses intersections qui présentent des problèmes semblables. Et donc, ça fait partie d'une planification en fonction de différents critères qui appartiennent à ce service-là. Donc, on n'a pas le calendrier, mais c'est prévu. Cela dit, le comité consultatif de mobilité de l'arrondissement a fait part de ses recommandations au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, l'arrondissement a été proactif et a déjà transmis ses préoccupations auprès du service. Merci beaucoup, M. Ross. Donc, en fait, on va être en attente. Il faut comprendre que le service au niveau de la circulation relève de la ville-centre. Donc, de notre côté, c'était des suivis qu'on fait, mais malheureusement, on n'a pas l'échéancier, mais ça devrait arriver éventuellement. On va poursuivre avec la troisième question. Oui, la troisième question est posée par Mme Juliane Moreau. Plusieurs résidents du boulevard Gouin et des rues transversales vous répètent à chaque conseil d'arrondissement que la vitesse et le nombre de véhicules est un réel problème. De très nombreuses plaintes ont été faites au SPVM qui fait son possible, mais ne peut évidemment pas être présent en permanence. Ma question se décompose en 3 points qui demandent des réponses très claires. Premièrement, trouvez-vous que le boulevard Gouin est sécuritaire et paisible pour les résidents? Trouvez-vous que la vitesse et le nombre de véhicules qui y circulent est sécuritaire? Si ce n'est pas le cas, selon vous, qui a la responsabilité de mettre en place des mesures pour changer cette situation? Si vous en avez un, quel est le plan que vous comptez mettre en place pour ralentir la vitesse et diminuer le débit de véhicules? Alors, merci beaucoup, Mme Moreau, pour votre question. On est très sensible à ces questions. Vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle. Vous habitez dans un secteur pour lesquels, on le sait, avec les travaux du pont Pie-Neuf, entre autres, ça rend la circulation plus difficile dans le secteur. Et pour nous, en fait, vous savez que ça fait partie de nos priorités là, de pouvoir assurer la sécurité. Et dans le secteur, en fait, on a fait certaines observations. Vous en avez fait, vous aussi. Et pour nous, en fait, il y aura toujours il y a toujours des délinquants sur nos routes. Là. Comme vous le dites si bien dans votre question, le service de police ne peut pas constamment être sur place et nous non plus par la force des choses. Donc, l'intervention policière, c'est une façon d'arriver à passer le message, mais il y a d'autres mesures, comme par exemple d'autres mesures appropriées pour justement calmer le trafic. Actuellement, on le sait, l'été passé, on a vécu la voie active et sécuritaire pendant certaines semaines, certains mois. C'est un projet qui était temporaire dans un contexte très particulier. Et depuis, en fait, même avant, en fait, vous étiez de toute façon partie prenante de toutes les discussions qu'on avait. On est en train de regarder justement les actions à mettre en place. Par contre, il faut comprendre qu'autour du pont Pie-Neuf, les actions sont complexes parce que avec les travaux qui sont actuellement en cours, avec le MTQ, on doit être en constante communication avec eux et certaines options ne peuvent pas être envisageables à court terme, justement à cause des travaux du pont Pie-Neuf. Alors, c'est sûr que nous, on continue quand même d'évaluer les options qui vont être disponibles en collaboration, bien entendu, avec le MTQ, qu'on parle de signalisation, de marquage, de reconfiguration des intersections
ou d'autres mesures d'apaisement, quand on parle entre autres des dos d'âne ou d'ajouter de la signalisation ou autre. Alors bref, c'est un dossier qu'on continue de suivre attentivement. Et comme vous l'avez probablement entendu au début de la rencontre, on a demandé au MTQ de pouvoir mettre en place le comité de bon voisinage. Si je ne me trompe pas, vous étiez présente lors de la rencontre qui a été organisée, la séance d'information. Alors, vous avez eu déjà plusieurs informations sur ce qui s'en venait dans les prochaines années. On le sait que c'est un chantier majeur, c'est un chantier important qui met de la pression sur nos secteurs résidentiels. On en est bien conscient. En même temps, disons que c'est une situation pour laquelle on a très peu de levier pour empêcher le MTQ. Les travaux doivent être faits. Par contre, on tente de limiter le plus possible les impacts auprès de nos citoyens. Alors, donc, on va pouvoir poursuivre à la question numéro 4, Mme Bergeron. Oui, la question numéro 4, donc, est posée par Mme Mélanie Nadeau. Bonjour. L'été dernier, avec l'implantation de la voie active sécuritaire, l'arrondissement de Montréal-Nord a décidé de créer des mises en sens unique sur le boulevard Gouin. Les sens uniques vers l'est et vers l'ouest se rencontraient à l'avenue de Rome, faisant converger toute la circulation d'un boulevard sur une avenue résidentielle. Les résidents de l'avenue, l'escouade mobilité, les policiers, l'ombudsman et finalement l'arrondissement de Montréal-Nord ont tous constaté la dangerosité de l'intersection de l'avenue de Rome et du boulevard Gouin. Les véhicules circulaient en sens inverse, des véhicules circulaient sur la piste cyclable, les véhicules lourds étaient incapables d'effectuer un virage sur l'avenue de Rome sans reculer sur la piste cyclable. L'arrondissement de Montréal-Nord s'engage-t-il à ne plus jamais faire en sorte que deux sens uniques se rencontrent à la hauteur de l'avenue de Rome? L'arrondissement de Montréal-Nord a-t-il bien consigné les graves risques à la sécurité qu'a engendré une telle configuration de sorte à ne plus reproduire les erreurs du passé? Merci beaucoup. En fait, c'est Mme Nadeau pour votre question. Alors donc, en fait, vous en posez deux très clairs. Et en ce qui concerne le VAS, c'est certain que nous, de notre côté, on en a amplement parlé dans les derniers mois ensemble. J'ai eu plusieurs appels avec vous et puis plusieurs échanges de courriels. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on a tiré des leçons de cette aventure? Absolument. Est-ce qu'on veut revenir avec cette formule-là? La réponse est facile, c'est non. Aucunement, on n'a aucunement l'intention. Est-ce qu'on doit intervenir sur le boulevard Gouin et d'autres rues de l'arrondissement pour les rendre plus sécuritaires? Mais la réponse, c'est oui. Je viens d'en parler avec la question de Mme Moreau. On va le faire, comme je le disais d'entrée de jeu dans l'autre question, on va le faire aussi en consultant les citoyens, en voyant la suite des choses. C'est certain que les citoyens nous ont demandé beaucoup plus d'interventions sur le domaine public. En même temps, on veut s'assurer que ça ait un certain assentiment. On s'entend que le projet de VAS, on l'a dit, je l'ai souvent répété, c'est un projet qui était dans un contexte très particulier avec la pandémie où l'utilisation de la piste cyclable au printemps était très, très grande. Donc, effectivement, on a mis ça en place, mais on en a clairement tiré des leçons et ce n'est pas du tout dans notre objectif de reprendre le projet tel quel l'an prochain. On va pouvoir poursuivre avec la 5e question. Oui, la 5e question nous provient de Mme Mélanie Legault. Pouvons-nous compter sur vous pour nous assurer que l'an prochain, l'avenue de Rome ne fera pas l'objet de déversoirs pour accommoder la ville-centre dans leur projet de piste cyclable et voies actives sécuritaires, étant donné la dangerosité du projet et le manque d'études qui y sont reliées? Une sous-question sous le même thème. À quand la reconstruction du comité du boulevard Gouin? Nous, citoyens de l'avenue de Rome, aimerions avoir un ou une représentante dans ce comité pour nous représenter. Merci de bien vouloir répondre à mes questions. Alors, merci beaucoup, Mme Legault, pour votre question. Un peu comme je l'ai dit dans les 2 dernières questions, le projet de VAS est un projet qui était temporaire, qui était particulier. Effectivement, on n'avait pas pu faire les études parce qu'il était ponctuel, c'était pour quelques semaines seulement. Et l'objectif était vraiment de donner plus d'espace public aux citoyens. On comprend qu'il y a eu des effets difficiles, négatifs pour les citoyens. On en a amplement parlé ensemble et je l'ai mentionné à l'autre question, on en a clairement retenu des leçons et on n'a pas du tout l'intention de reprendre un projet tel quel l'an prochain. En ce qui concerne le comité Marie-Clarac, actuellement, il y a plusieurs enjeux majeurs, entre autres avec le pont P9. Alors, on a demandé, entre autres, et il faut savoir que le pont P9, pour nous, on n'a pas de prise sur ce projet-là. Ce n'est pas un projet qui est géré par nos équipes ni par la Ville-Centre. C'est le ministère des Transports du Québec qui en est
le promoteur, donc c'est lui qui met tout ça en place. Donc, de notre côté, en fait, on leur a demandé, j'ai demandé à Mme Rouleau, on a plaidé pour la constitution d'un comité de bon voisinage pour qu'il y ait un agent de liaison pour que ça puisse aider, entre autres, et on est toujours en attente d'une réponse. Puis, en ce qui concerne le comité en tant que tel, bien, c'est certain que nous, les réflexions se poursuivent. Comme je le disais d'entrée de jeu, il y a certains enjeux là, actuellement sur P9 qui font en sorte qu'on n'est pas dans des conditions optimales non plus pour implanter des changements. Il y a beaucoup de chantiers qui sont là. Mais bien entendu, aussitôt que nos services sont encore en train de travailler là-dessus, à chercher la meilleure solution, dès qu'on va avoir des nouvelles, bien, c'est sûr qu'on ne tardera pas à informer les citoyens. Je connais votre intérêt pour le sujet. Et puis, de notre côté, bien, c'est ça, on va faire en sorte, en fait, d'informer les citoyens pour le reste du processus pour que les gens puissent contribuer à toutes les réflexions qu'on fait actuellement dans les secteurs au nord, dans Ribourassa, principalement sur le boulevard Gouin. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Donc, on avait les 5 questions ce soir. Oui. Au risque de me répéter, vous pouvez toujours nous réécrire entre les rencontres pour qu'on puisse pouvoir vous répondre. Alors donc, on va poursuivre avec la séance, en fait, c'est la séance du conseil en tant que tel. Alors maintenant, je vais appeler les points 10.04 à 10.06. 10.04, on vous demande d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil qui s'est tenue le 31 août à 19h, celui de la séance extraordinaire du 10 septembre qui s'est tenue à 9h, ainsi que les procès-verbaux des séances ordinaires du 5 octobre à 19h et de la séance extraordinaire qui était à 19h30. 10.05, de déposer aux archives le procès-verbal du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 2 septembre. 10.06, de déposer aux archives le procès-verbaux des réunions du comité consultatif qui se sont tenues le 1er ainsi que le 6 octobre 2020. Je propose. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie. Super. Donc, proposé par M. Sarret, puis par Mme Rossi. On passe maintenant au 20.01. 20.01, on vous demande d'adjuger à Entreprise Move, qui est notre plus bas soumissionnaire conforme pour le lot numéro 1, pour un montant de 241 171,56. Les taxes sont incluses. Un contrat relatif à la location d'une niveleuse avec opérateur, d'adjuger à Pavage Chartrand Inc., qui est notre plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2, 4 et 5, pour un montant de 735 439,43. Les taxes sont incluses. Un contrat relatif à la location de 3 niveleuses avec opérateur et à Service Unique JM Inc., qui est notre plus bas soumissionnaire conforme pour le lot numéro 3, pour un montant de 315 744,35. Les taxes sont incluses. Un contrat relatif à la location d'une niveleuse avec opérateur, c'est pour un montant total de 1 292 355,34, taxes incluses. C'est pour les opérations de déneigement pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Donc, vous comprendrez qu'on est déjà dans les adoptions pour la neige. Alors, la neige devrait être à nos portes, malgré qu'il fait 20 degrés ou presque ces jours-ci. C'est un peu déstabilisant, mais tout de même, il faut aller de l'avant pour être prêt. Ensuite, donc, j'appelle le 20.02. On vous demande d'accorder une contribution financière maximale de 10 000 à parole d'exclus. C'est pour l'embauche d'un référent de propriété. C'est à compter du 1er novembre 2020 et c'est dans le cadre de la sensibilisation des citoyens du Nord-Est ainsi qu'à l'utilisation des conteneurs semis en feu à l'avenue Jubinville. On vous demande également d'approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bellinger. J'appelle maintenant le 20.03 à 20.05. 20.03, on vous demande d'accorder une contribution financière de 10 000 au Centre des jeunes L'Escale. C'est pour la réalisation du projet pilote Brigade de neige. C'est pour la période du 10 novembre au 30 avril 2021. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Le 20.04, d'accorder une contribution financière maximale de 3 500 à parole d'exclus. C'est à compter du 10 novembre 2020. C'est pour le soutien et l'accompagnement des jeunes du secteur nord-est dans le cadre du projet Gilets verts,
Brigade des jeunes, on vous demande d'approuver le projet de convention. Le 2005, d'accorder une contribution financière de 500 $ à l'organisme Les Maisons de transition de Montréal, qui est la Maison Saint-Laurent. C'est pour permettre la poursuite de leur mission de favoriser la réhabilitation ainsi que la réintégration des personnes contrevenantes qu'elle héberge. Et ça, c'est quand même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Et je déclare intérêt au 2005. Sur mute. Proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. M. Poirier déclare intérêt au 2005. J'appelle le 2006 et 2007. 2006, on demande d'approuver le projet de convention modifié qui est intervenu avec les Fouchettes de l'Espoir. C'était le projet afin de donner une première expérience d'emploi des jeunes du secondaire ou éloignés du marché du travail par le programme de brigade de propreté de 6 cours d'école, le nettoyage des terrains privés en façade de bâtiments de certaines rues, la plantation d'arbres sur des terrains privés. On vous demande d'approuver la diminution de la contribution financière à 59 868 $ au lieu de 72 153. Le 2007, d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Montréal-Nord et la demanderesse Habitation KB. C'est dans le dossier portant le numéro cours 500-17-111086-206. Ça concerne le bâtiment qui est situé au 3900-3918 boulevard Henri Bourassa. On vous demande également de mandater le service des affaires juridiques pour signer la dite entente. Propose. J'appuie. Et je déclare intérêt au point 2006. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarry. M. Poirier déclare intérêt au 2006. J'appelle le 3001 et 3002. 3001, on demande d'approuver de déposer les rapports mensuels en date du 30 septembre 2020. Le 3002, d'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 30 septembre 2020. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. C'est juste. Je propose. J'appuie. Merci. Alors, c'est proposé par M. Sarret et par M. Poirier. On a des défis avec le mute. Alors, 3003 à 3004. 3003, on vous demande d'autoriser une dépense de 399 653 et 10 sous. Les taxes sont incluses. C'est auprès de Compass Mineral Canada. C'est pour la fourniture ainsi que la livraison de sels réguliers de déglaçage des dossiers, des chaussées, et des trottoirs. C'est pour la saison hivernale 2020-2021 et c'est conforme avec l'entente cadre qui est intervenue avec la Ville. Le 3004, d'autoriser une dépense de 108 352 et 45. Les taxes sont incluses. C'est auprès de Lafarge Canada. C'est pour la fourniture ainsi que le transport de pierres concassées et de pierres prémélangées. C'est requis par la Direction des travaux publics. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et c'est conforme avec l'entente cadre qui est intervenue avec la Ville. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rossi, puis par M. Poirier. On passe maintenant au 3005 et 3006. 3005, on vous demande d'accepter l'offre du service de la culture ainsi que du service de la gestion et de la planification immobilière et d'autoriser, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, que le conseil municipal prenne en charge les différentes étapes concernant les travaux de conception ainsi que de construction du projet d'espace culturel mixte interarrondissement, soit la bibliothèque et l'espace culturel, par exemple le concours pluridisciplinaire, l'octroi du contrat professionnel au lauréat ainsi que l'octroi des contrats de construction. Le 3006, d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2021. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. Voilà. 4001 à 4003. 4001, de donner une information, de présenter et de déposer en vue d'adopter une séance ultérieure le règlement RGCA 21-10-0001. C'est sur les tarifs, c'est pour l'exercice financier 2021. Le 4002, de donner une information, de présenter et de déposer le projet de règlement RGCA 21-10-0002, qui est notre règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021.
C'est une TEC de 0,1475 par 100 $ d'évaluation. Le 4003, de donner un avis de motion de présenter et de déposer le projet de règlement SGCA 21-10-003 qui autorise un emploi de 600 000 $. C'est pour la réalisation de travaux d'éclairage de rue, de remplacement de lampadaires ainsi que pour des travaux de réfection de pavage et de trottoirs sur les rues locales. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par Mme Bellinga, 4004 à 4006. 4004, de donner un avis de motion, de présenter et de déposer le projet de règlement SGCA 21-10-004 afin d'autoriser un emprunt de 1 096 000. C'est pour les travaux de réaménagement de parcs, d'espaces verts et de pistes cyclables. Le 4005, de donner un avis de motion, de présenter et de déposer le projet de règlement SGCA 21-10-005 afin d'autoriser un emprunt de 2 518 000 c'est pour la construction ainsi que le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. Le 4006, de donner un avis de motion, de présenter et de déposer le projet de règlement 1530-15 qui amende notre règlement 1530 sur l'immobilisation et le stationnement. C'est afin de modifier le plan de stationnement. Je donne avis de motion sur les 3 points. Et j'appuie les avis de motion sur les 3 points. Donc, les avis de motion ont été donnés par Mme Rossi, appuyé par M. Sari, 4007 à 4009. 4007, on demande d'adopter le projet de résolution PP-043-1. C'est un projet afin de permettre la construction d'une clinique médicale située au 124-21 boulevard Lacordaire. Le tout est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, de l'arrêté ministériel 2020-074 en ce qui concerne la consultation des CRIP. On demande aussi d'autoriser, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires en ce qui concerne la procédure référendaire qui est exigée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le 4008, de déposer le procès-verbal de la consultation des CRIP et d'adopter le règlement RGCA 02-10-006-2 qui modifie notre règlement sur les dérogations mineures. C'était afin d'assurer la concordance aux divers règlements d'urbanisme qui sont applicables sur le territoire de l'arrondissement. Le 4009, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une hauteur de rez-de-chaussée de 1,93 m au lieu de 1,8 m. Ça concerne le 6414 ainsi que le 6418 rue d'Agenais et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Avant d'aller aux propositions, je vais demander à la personne qui gère le PowerPoint de revenir à 4007. Voilà, on a la photo, en fait, de la clinique médicale, du complexe. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit ensemble. Alors, comme c'est mentionné, en fait, c'est des modifications mineures qui ont été apportées, mais qui demandaient de revenir au conseil d'arrondissement pour pouvoir poursuivre, dans le fait, au niveau du permis, entre autres. Donc, c'est le projet qui va voir le jour. En fait, ceux et celles qui sont passés dans le secteur, vous avez vu que ça grouille pas mal. Les travaux sont en train de se mettre en place. La démolition est déjà bien entamée et tout se poursuit. Donc, ce soir, c'est un point de passage important pour qu'ils puissent poursuivre les travaux. Alors, donc, ça va me prendre un proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle donc le 4010 à 4012. 4010, on vous demande de déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une hauteur d'étage de 4,19 m au rez-de-chaussée et de 3,68 m au 15e étage au lieu de 3,3 m, une marge avant principale de 3,62 m au lieu de 6 m, une marge arrière de 4,31 m au lieu de 12 m, une marge arrière représentant 14,98 % de la profondeur moyenne du lot au lieu de 20 %, un taux d'implantation de 43,44 % au lieu de 40 % et des allées de circulation de 5,41 m au lieu de 7,1 m. Ça concerne le 35-51 boulevard Gouin
et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 41, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une marge avant principale de 4,38 mètres au lieu de 4,5 mètres, une marge arrière de 3,45 mètres au lieu de 4,5 mètres. Ça concerne le 10 540 boulevard Saint-Vital. C'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 42, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre la démolition de bâtiments existants, ainsi que la construction d'un immeuble résidentiel de 15 étages qui comprend 72 logements. Ça concerne le 3351 boulevard Gouin. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, avant de poursuivre pour la prise de proposition, donc vous voyez ici le projet, en fait, est situé tout à côté, en fait, de la résidence Caroline. C'est une ancienne bâtisse, une vieille maison, en fait, qui est abandonnée depuis d'un grand nombre d'années, qui voit finalement un projet arriver. C'est un projet qui est en plein droit. Monsieur Ross, c'est exactement ça, hein? C'est en plein droit? Effectivement, c'est de plein droit. Donc, c'est un projet qui est de plein droit. Donc, au niveau du projet, en fait, vous allez voir, c'est un projet quand même à 15 étages. Si on passe à l'autre d'après, alors vous voyez de quoi en fait aura l'air le bâtiment. Alors, donc, les travaux devraient commencer l'an prochain, au printemps, c'est ce qui est prévu. Et bien entendu, après aujourd'hui, ils vont démarrer le processus avec la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises, entre autres pour l'acquisition de permis. Donc, c'est un projet majeur qui voit le jour encore à Montréal-Nord. Alors, je vais prendre un proposeur et un adopteur. Madame la mairesse. J'appuie, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par M. Poirier. Voilà. Donc, on va poursuivre maintenant avec le 43 et 44. Et après le 43, après la lecture, s'il vous plaît, prendre une pause pour qu'on puisse regarder l'image. Il y aura également une image à présenter. Je vais vous laisser le temps cette fois-ci. 43, on vous demande de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre la démolition du bâtiment unifamilial existant ainsi que la construction de bâtiments trifamiliaux isolés de 2 étages avec logement additionnel au sol. Ça concerne le 10 743 avenue Lausanne et c'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci beaucoup, Mme Papineau. Donc, en fait, c'est le projet final qui va voir le jour. Alors, comme on le disait, c'est un bâtiment trifamilial isolé de 2 étages avec un logement additionnel au sous-sol. Donc, on peut poursuivre avec le 44. 44, on vous demande de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre la construction d'un immeuble résidentiel qui comprend 3 logements. Ça concerne le 6414 ainsi que le 6418 rue d'Agenais. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarré. Alors, je pense, Mme Papineau, il faut donner un peu de temps pour les silences parce que ça crée quelques délais supplémentaires. Donc, j'appelle maintenant le 45 à 46. 45, de statuer sur diverses recommandations du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 7 octobre. C'est en vertu de notre règlement 1570 sur la circulation routière. Le 46, de permettre l'empiètement sur le domaine public d'une enceinte. Ça concerne le 3530 boulevard Gouin-Est et c'est en conformité avec notre règlement relatif à l'occupation du domaine public. Je propose. Et j'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, puis par M. Poirier. On arrive maintenant au point 50, les ressources humaines, le 50-01. On vous demande d'autoriser la création de la section soutien général à la direction des travaux publics, ainsi que la création d'un poste permanent de chef de section soutien général. C'est en contrepartie de l'abolition d'un poste permanent d'agent de recherche en développement durable, ainsi que le transfert de certains postes sous cette nouvelle section, et ce à compter du 14 novembre 2020. Je propose.
J'appuie. Alors, donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors, donc, ça va de l'avant. Pour ce qui est en fait, le dernier point qui est le 50-02. De titulariser M. Kamal Dawotal à titre de préposé à l'entretien, sport et loisirs. Monsieur va travailler aux piscines. C'est à la division des sports et loisirs de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, et ce, à compter du 14 novembre 2020. Alors, je propose et félicite M. Dawotal. J'appuie. Toutes mes félicitations. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Belinga. Effectivement, on lui souhaite la bienvenue. Monsieur Toussaint, vous êtes chargé pour nous de le féliciter pour l'acquisition de ce poste et lui souhaiter surtout un bon succès. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est ce qui m'a fait un conseil. On a quelques fiches à vous présenter. Alors, donc, juste un instant, je vais changer mon view. Alors, voilà. Donc, COVID-19, installation et services de Montréal-Nord. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? Donc, ouvert le bureau Accès Montréal avec les comptoirs de permis qui est au même endroit dans la mairie. Les bibliothèques sont ouvertes seulement pour le prêt. Les arénas Fleury et Roland, patinage libre seulement, parc et terrain extérieur, activités libres. Il n'y a rien qui peut être en mode organisé. Ce qui est fermé, c'est la maison culturelle et communautaire, le centre des loisirs et la piscine, conformément aux demandes de la santé publique. Les activités culturelles, donc il y a différentes expositions tout de même qui sont en cours à la bibliothèque et à la bibliothèque de la MCC, Henri Bourassa et à la MCC, pour lesquelles vous êtes invités à aller voir. Et également, on est très actifs en ligne. On le disait, Mme Rossi en parlait d'entrée de jeu dans nos mots des élus sur la plateforme Zoom ou également sur Facebook. Donc, des ateliers dans les bibliothèques, parlons français, mieux utiliser la tablette électronique, en route vers la citoyenneté, Ali Abdou et les ténèbres d'Arkansas, qui est sur Facebook, plus haut que les flammes, en exil. Donc, c'est offert, en fait, les activités ont lieu dans nos installations, mais ils sont diffusés parce que malheureusement, vous ne pouvez pas vous y présenter. COVID-19, ressources communautaires, donc besoin d'aide alimentaire, un seul numéro, le 514-852-1492. Besoin de parler, le CIUS Nîmes vous écoute avec le 514-940-30, juste un instant, je ne vois pas le restant, 3300. Besoin d'aide, vous avez envie d'aider, en fait, devenez bénévole avec le Centre d'action bénévole au 514-328-1114. Au niveau de l'information sur la santé, un numéro pour votre quartier, le 514-366-NORD. Ensuite, la COVID-19, la clinique de dépistage, le 514-644-4545 ou le 811. Violence conjugale, le 911 ou le 1-800-363-90-10. Et si vous avez besoin d'un autre service communautaire, vous pouvez contacter le 211. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter nos différentes plateformes, que ce soit par notre site web, Facebook ou également vous abonner à l'infolette. Si vous avez besoin d'informations sur la ville, vous pouvez contacter le 311. Alors, c'est ce qui met fin ce soir à cette séance du Conseil. La prochaine aura lieu le lundi, le 7 décembre 2020 à 19h. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je salue mes collègues également. Je les remercie d'avoir été ce soir présents lors de cette séance du Conseil. Vous comprendrez que pour nous, c'est toujours une adaptation de le faire de façon virtuelle et de ne pas pouvoir avoir ce contact avec vous. Mais rassurez-vous, on tente vraiment de trouver tous les moyens possibles actuellement pour pouvoir être le plus près de vous. Et bien entendu, comme je le disais, je l'ai dit à quelques reprises, n'hésitez surtout pas à nous interpeller via les différentes formes de réseau, que ce soit par courriel, par téléphone, on reste disponible. Alors sur ce, on se dit bon courage, hein, c'est pas facile ces temps-ci, on le sait. Au moins là, il fait beau, ça nous donne un petit regain avant de plonger dans le froid de l'hiver. Donc, on garde courage tout le monde et puis surtout, on continue de se protéger et puis on garde le cap. Alors, on se voit tout le monde le 7 décembre. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. C'est Bédard. Bonne soirée tout le monde.